Je vois que les uns et les autres se connectent. Bonjour. 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 Ah, On va attendre un petit peu que les uns et les autres se connectent. Participants. Alors, vous avez un onglet sur votre droite qui s'appelle Conversation de groupe Zoom, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, soit dire bonjour, soit saluer, soit mettre en 2 mots soit votre prénom ou votre nom, éventuellement votre fonction pour qu'on puisse identifier tous les participants. Ça continue de se connecter. Bien, on va laisser quelques petites secondes, le temps que les uns et les autres continuent de se connecter et que chacun se présente. Puis on va démarrer. Bien. Alors, tout le monde m'entend bien? Tout le monde est connecté? Oui? Oui. Alors, merci à tous et tous d'être avec nous pour ce webinaire ce matin. Je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, Lina Jali, je travaille au sein de l'association Les Entreprises pour la Cité. Je suis principalement en charge de l'animation du réseau d'entreprises engagées de Seine-et-Marne. C'est un réseau qui mobilise des entreprises autour de l'inclusion en déployant 2 dispositifs gouvernementaux que sont le pacte, pour ceux qui connaissent, qui est un dispositif qui répond à un besoin de rapprocher les entreprises du besoin d'emploi qui existe dans les quartiers prioritaires. Et La France une chance, les entreprises s'engagent, qui est une démarche plus globale pour aider toutes les entreprises désireuses à s'investir davantage dans la société et contribuer ainsi à la rendre plus inclusive. Nous avons été mandatés par les services de l'État sur plusieurs autres départements, comme les Hauts-de-Seine, je voulais les l'écouter, Alpes-Maritimes ou mais encore en c'est pas Loire-Atlantique. Ah, on a quelqu'un qui a son micro ouvert. Ah, ça y est. Donc, pour ce webinaire, je suis également accompagnée de plusieurs membres de l'association, notamment Hélène Monjardet, qui est directrice du pôle emploi et diversité et animatrice du même réseau dans les Hauts-de-Seine. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes et l'ensemble des collègues qui ont travaillé et qui ont aidé à la participation et à la diffusion de ce webinaire.
Donc, fondée il y a plus de 30 ans maintenant, l'association, en 2 mots, accompagne, mobilise et donc inspire un collectif d'entreprises, notamment par le partage et la co-construction. On est une sorte de laboratoire de réflexion-action avec des domaines de compétences bien identifiés comme l'éducation et l'égalité des chances, l'accès à l'emploi, là en l'occurrence on est en plein dedans, la diversité ou encore le mécénat et les investissements citoyens. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité vous proposer ce webinaire dans cette période quelque peu singulière et inédite pour vous aider et vous accompagner dans votre prise d'activité, peu importe les fonctions que vous occupez, le secteur d'activité ou même la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Cet événement s'adresse donc largement à toutes les entreprises. C'est pour cela que nous avons collectivement connu une épreuve inédite qui a été le confinement et donc certaines entreprises ont progressivement commencé, notamment avec la première phase de déconfinement du 11 mai, à reprendre leur activité. D'autres tentent de s'adapter et d'organiser une continuité du travail à distance. Et le recours massif à l'activité partielle est une pratique aussi élargie et généralisée qu'est le télétravail. On, c'est vrai, bousculé nos pratiques, on questionné notre manière d'agir, de travailler, voire nos modes de vie parfois. C'est pour cela que ce webinaire a pour objectif de contribuer à vous aider à préparer au mieux cette période et à reprendre progressivement vos activités dans les meilleures conditions. Je vais donc laisser la parole à nos 3 intervenants qui vont tout d'abord se présenter. J'en profite pour les remercier. Frédéric Avagat, qui est chef de service à la Directe, Corinne Metzger, qui est avocate spécialisée en droit du travail, et Daniel Ruffet, qui est coach et psychothérapeute. Merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire et de nous faire partager vos éclairages, vos expertises, mais aussi vos réflexions. S'agissant juste brièvement du déroulé plus spécifique de ce webinaire, nos 3 intervenants vont donc prendre la parole, chacun à leur tour, et ensuite on se laissera une petite plage horaire d'une dizaine de minutes si vous avez des questions à la fin de ce webinaire pour que nos intervenants puissent y répondre. Et si vous souhaitez poser vos questions pendant les interventions, vous avez sur la droite donc un onglet, là où certains ont déjà commencé à se présenter, qui vous permet de les renseigner et on pourra également y répondre donc à la fin de ce webinaire pendant le temps dédié aux questions. Et nous vous enverrons ensuite les replays grâce à l'enregistrement automatique. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je vais juste vous mettre en ligne 2 petits sondages qui permettent déjà simplement d'avoir un petit panel des participants qui sont présents. La première question, ce sera quelle est la taille de votre entreprise ou de votre organisme pour nous donner une idée et est-ce que votre entreprise ou votre organisme a déjà repris l'activité en présentiel, soit oui complètement, soit partiellement, soit pas encore. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre, il va être lancé tout de suite. Donc, je vais laisser la parole tout d'abord à Frédéric Agat, chef de service à la Directe. Je laisse te présenter et ensuite nous en dire un peu plus sur les sujets qui sont liés notamment à l'activité partielle, à la reprise économique et aux aides qui peuvent exister pour accompagner les entreprises dans cette période. Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Agat, chef du service des mutations économiques à la Directe. La Directe, donc, qui représente le ministère du Travail, qui se compose de 2 parties. 2 parties. Une partie inspection du travail, contrôle, et une autre partie emploi, dont je suis membre. Le rôle donc, du service SMR, c'est de soutenir les entreprises, donc financièrement, par des conseils. Et dans le cas du Covid, on s'occupait essentiellement de l'activité partielle. Alors, l'activité partielle, vous avez la plateforme où on doit faire une demande d'autorisation qui est gérée par l'Agence des services de paiement, l'ASP, et vous avez vraiment les demandes d'activité qui sont instruites et les demandes d'indemnisation, donc par la Directe, donc par le service Muteco. Donc, la plupart d'entre vous, pour ceux qui ont contact avec les entreprises, les demandes ont déjà été faites. Nous avons eu, dès le début du Covid, une vague. Apparemment, je n'ai pas connu la période où il y avait les inondations dans le département, mais qui était beaucoup plus élevée qu'au moment des inondations. L'activité partielle, contrairement à ce que les médias donc, indiquent, ce n'est pas un nouveau dispositif. L'activité partielle existe depuis longtemps. C'est un droit, en fait, pour les entreprises. Toutes les entreprises en France ont droit à l'activité partielle. Maintenant, avec la crise du Covid, les autorisations ont été élargies donc aux associations,
qu'il n'y avait pas droit aux apprentis. Voilà, il y a eu un élargissement de l'activité partielle, des attributions de l'activité partielle. Alors, dans notre département, entre mars et avril, ce sont les périodes les plus conséquentes, surtout avril, puisqu'avril, il n'y avait quasiment pas d'activité, il n'y avait pas d'activité. En mars et en avril, nous avons signé 21 698 autorisations pour le département de la Seine-et-Marne, ce qui correspond à 113 millions d'heures et pour un coût de 411 millions d'euros. Et là, ce n'est que pour la Seine-et-Marne. Actuellement, alors quand vous faites une demande d'autorisation, vous faites une demande d'autorisation. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire des demandes d'indemnisation à tous les coups. Les demandes d'indemnisation, c'est pour les heures effectivement chômées. La demande d'autorisation ouvre une période où vous pouvez demander de l'activité partielle, où vous pouvez demander des indemnisations. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein, moi, ça ne me pose pas de problème en tout cas. Et donc, les demandes d'indemnisation vont vraiment marquer seront les indicateurs effectifs de l'utilisation ou non de l'activité partielle. Et actuellement, sur les demandes d'autorisation, nous avons 411 000 euros. Et en fait, dans les faits, depuis le mois de mars, les mois de mars et avril, le coût de l'activité partielle dans le département est de 218 millions d'euros. Voilà, donc un petit peu plus de la moitié. Et ce n'est que pour la Seine-et-Marne. Donc, imaginez pour Paris, imaginez donc pour tout le pays. Pour tout le pays, ça se compte par milliards. À peu près 7 milliards et 7 milliards 500 millions. Voilà. Donc, ce coût, c'est un coût pour l'État, c'est un coût pour les deniers publics. Et c'est pour ça que le gouvernement, à partir du 2 juin, va moduler la participation de l'État. En fait, il y aura beaucoup moins d'indemnités pour les employeurs au moment de l'activité partielle. Aujourd'hui, donc l'indemnité que reçoit l'employeur, c'est 70% du brut du salaire, 84%, 85% du net pour le salarié. À partir du 2 juin, ce sera 60%. L'employeur recevra 60%. Et les 10% manquants seront à sa charge. Si l'État donc préconise une baisse de cette modulation, d'une part, c'est qu'en principe, il y aura beaucoup moins de demandes d'indemnisation au mois de juin, puisqu'on a repris l'activité. Et d'autre part, c'est pour inciter vraiment certaines entreprises à reprendre une activité, du moins à vraiment reprendre l'activité à 100%. Cela dit, là où ça pose un peu un problème, c'est qu'on a mis aujourd'hui, l'État a autorisé le basculement des gardes d'enfants à l'activité partielle. Sachant que toutes les écoles ne sont pas réouvertes, que ce soit les écoles primaires ou secondaires. Par exemple, dans le département de Seine-et-Marne, dans le département, les collèges n'ouvrent pas tant que nous sommes en zone rouge. D'accord ? Donc, ce qui fait que certains salariés seront en garde d'enfants, activité partielle durant le mois de juin. Et avec ce que je viens de vous dire, la modulation, le texte sortira la semaine prochaine. On risque donc d'avoir encore des demandes d'activité partielle, sauf que cette fois-ci, l'employeur n'aura pas 70%, mais 60%. Donc, ça posera un problème pour l'employeur qui a des salariés qui sont en garde d'enfants activité partielle. Voilà. Donc, ce sera… Alors après, on verra comment si le gouvernement va préconiser, le législateur à prendre d'autres mesures, mais là, oui, ça posera un problème. Donc, voilà pour l'activité partielle et l'évolution de ce dispositif. Maintenant, au cours de cette reprise, on a parlé des mesures de prévention. Effectivement, une entreprise donc, qui reprend doit mettre en place des mesures barrières, des mesures de prévention pour protéger ses salariés. Alors, jusque-là, au niveau de tout ce qui concerne la prévention, santé et sécurité, il y avait une obligation de mettre en place des dispositifs et une obligation aussi de résultats. Aujourd'hui, avec le Covid, l'obligation de mettre en place les dispositifs, de mettre en place les mesures de prévention, elle existe toujours, mais moins l'obligation de résultats. Ce sera vu au cas par cas
avec, en cas d'inspection, donc du ministère du Travail, de la directe. D'accord? C'est-à-dire qu'un employeur, on va lui demander de mettre en place les mesures barrières, de mettre en place les fléchages, de mettre en place, d'avoir des gels hydroalcooliques pour ses salariés, des masques pour ses salariés. Maintenant, si un de ses salariés tombe malade malgré tous les dispositifs qui sont mis en place, il sera difficile pour le salarié comment on dit, oui, d'indiquer que c'est son employeur, c'est à cause de son employeur qu'il est donc tombé malade. Si l'employeur a mis en place différentes mesures, bien sûr, comme j'ai dit, ce sera vu au cas par cas par un juge. Mais voilà, ce sera plus difficile. C'est cette mesure, le gouvernement a préféré prendre cette mesure pour effectivement protéger l'employeur qui met en place des dispositifs. Je le rappelle, ça c'est une obligation. Sans dispositif, l'établissement ne peut pas réouvrir. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, c'est aussi un élément qui a fait débat, mais qui donc est mis en place et qui sera appliqué notamment au moment où les restaurants et les restaurants vont réouvrir, qui sera très comment dire, qui sera inspecté, contrôlé au moment où les restaurants réouvriront. Voilà, pour ces mesures. Alors, vous avez sur le site du ministère du Travail différentes fiches selon les catégories, selon les activités. D'accord? Donc, vous avez différentes fiches sur le site du ministère du Travail. Et aussi, vous avez l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, l'ARAT, qui peut fournir des conseils, qui peut fournir des aides donc, aux entreprises, aux employeurs, pour justement appliquer toutes ces mesures. Alors, il faut surtout aller sur le site de l'ARAT, vous les contactez. Alors, il y a un lien que je transmettrai au fur et à mesure. Il y a un lien, vous les contactez, soit par téléphone, soit par mail. Et en principe, ils peuvent se déplacer aussi directement sur place pour les employeurs, pour leur donner des conseils, pour leur donner des éléments, des indications sur les mesures à prendre. Donc, les fiches sont les fiches du ministère du Travail et l'ARAT. Voilà. Ensuite, concernant les différentes mesures, les différentes aides que le gouvernement apporte aux entreprises, des aides financières. Alors là, dès le départ, dès le début du confinement, certaines aides ont été mises en place, notamment pour les délais de paiement des échéances fiscales et sociales, pour le report de factures, toujours pour les entreprises, et voire même des règlements à l'amiable de certains litiges. Donc, pour ces éléments, le lien, c'est l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui donne tous les renseignements concernant ce type d'aide. Et ensuite, le ministère des Finances lui-même donne des aides, mais là, ce sont vraiment des besoins en financement pour les entreprises. Vous avez certainement dû entendre parler du Fonds de solidarité à 1 500 € pour les entreprises. Alors, il y a des critères aussi qui peuvent être assez contraignants pour certaines entreprises, notamment le fait d'avoir un chiffre d'affaires élevé à, je ne sais plus combien de pourcentage, en 2019. Voilà, avoir un bon chiffre d'affaires pour bénéficier de ces aides. Donc, vous avez le fonds de solidarité et actuellement, ce qui est vraiment utilisé, le prêt garanti par l'État auprès des banques. Donc, ces aides peuvent être trouvées aussi sur le site du ministère de l'économie. Et le ministère de l'économie aussi a créé un lien sur son site vers BPI France, qui là encore, alors BPI France, Caisse des dépôts, qui là encore fournit des aides aux entreprises. Alors, à côté de ces aides, vous avez aussi des aides de la région, du Conseil régional Île-de-France. Alors, pour bénéficier de l'aide de 2 000 € du Conseil régional Île-de-France, il faut être éligible au fonds de solidarité du ministère de l'économie. Voilà. Alors, là aussi, en allant sur le site de la région, ils ont créé une plateforme sur les aides que peuvent avoir les entreprises, alors notamment les TPE-PME. Alors, la plupart des aides, c'est vrai que beaucoup sont pour les TPE-PME, voilà, qui ont plus de difficultés, et c'est selon les secteurs d'activité.
Alors, en amont se prépare pas mal de grands plans pour les différentes activités. Là, ce qui va se mettre en place, c'est le grand plan tourisme qui, en gros, vous aurez des aides pour toutes les entreprises liées à cette activité. Il va y avoir le plan automobile aussi, on en parle, donc pour relancer l'industrie automobile qui est en grande difficulté, et aussi au niveau de l'aéronautique et dans 2 autres domaines encore. Voilà. Tout ceci dans les 2-3 prochains mois. Voilà, pour les grands plans. Voici en gros pour les aides de l'État, l'activité partielle et les mesures barrières. Alors, si vous avez des questions, j'ai des réponses, donc il n'y a pas de souci pour les questions. Voici ce qui Merci, concerne Frédéric. la directe. Alors, j'enverrai, une fois que les autres auront la parole, j'enverrai les différents liens. Alors là, je vous ai mis dans la conversation de groupe Zoom déjà les fiches que tu évoquais, les fiches de la directe sur le site du ministère Très du bien. Travail, ainsi que le site de la BPI France pour le prêt garanti par l'État pour ceux qui rechercheraient des informations ou qui ont besoin d'informations complémentaires. Merci beaucoup, Frédéric. Pas de souci. Corinne? Corinne, vous êtes avocate spécialisée en droit du travail. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc cette période, ça a été une période très troublée, c'est encore troublé pour l'avenir pour les entreprises. On va un petit peu recadrer juridiquement les obligations des employeurs pendant cette période et de façon générale pendant toute période. L'employeur a une obligation à l'égard de ses salariés, une obligation de sécurité. C'est-à-dire qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité, aussi bien physique que mentale. On verra tout à l'heure la santé mentale des salariés, de ses salariés. Donc, cette obligation de sécurité en période de pandémie comme on a connu, ou en période de reprise d'activité comme nous la connaissons, comment se caractérise-t-elle et que doit faire l'employeur? Tout d'abord, l'employeur doit avoir une phase de réflexion. Je dirais qu'il y a 3 phases dans cette période. Il y a une phase de réflexion, une phase d'information, une phase de formation et également, bien sûr, équiper les salariés. On va passer à la phase de réflexion. La réflexion, c'est initier une réflexion sur la nouvelle organisation du travail qui va devoir être mise en œuvre. Et le support pour cette réflexion, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. À travers ce document, qui doit être repris nécessairement en période de pandémie et qui a peut-être été déjà repris en période de pandémie, l'employeur va lister tous les risques. Et quand je parle de risques, j'ai pris le soin à titre liminaire de rappeler que l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité physique et mentale de ses salariés. Dans ce document unique d'évaluation des risques professionnels, il va devoir évaluer les risques physiques de contagion, mais également les risques psychologiques en cas de télétravail, puisque, on l'a vu tout à l'heure, et vous le savez tous, le télétravail a été fortement étendu pendant cette période. Alors, l'évaluation des risques, ça signifie identifier les risques et prendre des mesures pour pallier à ces risques. Identifier les risques, de quoi s'agit-il? Il s'agit, lorsque les salariés ne sont pas en télétravail, de revoir complètement l'organisation du travail, c'est-à-dire revoir la circulation des salariés dans les locaux de l'entreprise, revoir éventuellement l'organisation d'une cuisine d'entreprise ou du restaurant d'entreprise, revoir combien de salariés dans un ascenseur, combien j'autorise de salariés dans un ascenseur, dans un lieu confiné. Est-ce que je peux mettre en œuvre, est-ce que je peux avoir des escaliers, un double escalier pour la rentrée et la sortie des salariés? On voit que ces mesures, cette réflexion est particulièrement importante. On a vu, et j'en parlerai tout à l'heure, par exemple pour Amazon, vous avez certainement entendu parler dans les médias, que cette réflexion n'avait pas été suffisamment aboutie et suffisamment bien menée. La réflexion, elle peut aussi porter, par exemple, pour des commerciaux, sur est-ce que je peux, plutôt qu'envoyer mes commerciaux en lien direct avec les clients, est-ce que je peux organiser des visioconférences? C'est toute cette réflexion-là qu'on va devoir mener et insérer dans notre document unique d'évaluation des risques professionnels.
Alors, est-ce que l'employeur doit le faire tout seul? Non, bien sûr, cette évaluation unique des risques du document unique d'évaluation des risques professionnels, il faut la mener au plus près du terrain. Donc, j'invite les employeurs, lorsqu'ils doivent mettre à jour leur DUER dans une période aussi particulière que celle que l'on rencontre actuellement, à rencontrer les chefs de service, les gens, les terrains, aller au plus près du terrain et pas laisser les services ressources humaines complètement isolés. Donc, rencontrer sur le terrain et le faire en concertation avec les services de santé et sécurité au travail, c'est-à-dire, pour faire simple, avec le médecin du travail et avec le CSE. Parce que le CSE est un relais évident et un bon relais, c'est-à-dire le CSE, c'est peut-être c'est le comité social et économique, c'est l'ex-comité d'entreprise, est un bon relais auprès des salariés. Donc, une concertation tripartite ou quadripartite avec les représentants de services, médecin du travail, CSE, et vous verrez que dans les arrêts Amazon, la cour d'appel de Versailles, excusez-moi, avait reproché à Amazon un manque de concertation. Même si juridiquement, aucun texte n'impose à l'employeur de faire en concertation la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques professionnels, il est évident qu'il faut mener cette concertation et qu'il pourrait être reproché à l'employeur de ne pas avoir suffisamment élargi la concertation pour mener une vraie réflexion. C'est la première phase, la réflexion de la mise à jour de ce document unique d'évaluation des risques professionnels. Une fois que j'ai mené cette réflexion, que j'ai mis à jour ce document, je vais avoir une phase, je vais identifier les mesures que je dois prendre. Et ces mesures, elles peuvent être des mesures de formation des salariés, les former à certains gestes dans un atelier pour éviter une proximité avec d'autres ateliers ou sur un chantier dans le BTP, par exemple. Et également, une obligation d'information. J'invite tous les employeurs à bien informer les salariés des mesures qu'ils doivent suivre, à afficher ces mesures pour que cette information soit bien accessible. Et puis, dernière phase qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la phase d'équipement. Bien sûr, vous le connaissez tous, gel hydroalcoolique, masque, etc. Équiper les salariés. Une fois que j'ai mis à jour mon document unique d'évaluation des risques professionnels, que j'ai bien informé mes salariés, que je les ai bien formés, a priori, je suis, en qualité d'employeur, protégée de ce qu'on appelle un droit de retrait, c'est-à-dire le droit de retrait, c'est une décision unilatérale du salarié qui estime que les mesures prises pour protéger sa santé physique et mentale n'ont pas bien été prises. Si j'ai pris toutes ces mesures en amont, le salarié ne pourra pas exercer son droit de retrait et il y a peu de chances qu'un droit d'alerte du CSE aboutisse à une expertise qui est défavorable à l'employeur et qui entraîne des mesures complémentaires à prendre. Donc, information, concertation, et également, si je réorganise totalement le travail, je devrais le faire non seulement en m'étant concerté avec le CSE, mais si je réorganise mon entreprise, je devrais faire une information et consultation également de mon CSE. On a beaucoup abordé les risques, entre guillemets, physiques, inhérents à la nouvelle organisation du travail qui va devoir être mise en œuvre, mais il y a également, et ça fera le lien avec la troisième partie des interventions, les risques psychosociaux. Et ces risques psychosociaux ne doivent pas être minorés. Au mois de mars-avril, il y a eu un recours massif au télétravail. Et le télétravail, alors les salariés physiquement sont protégés, mais psychologiquement ne le sont pas nécessairement. Et il faut, dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels, envisager ces risques psychosociaux. L'instruction que les employeurs reçoivent actuellement, c'est le maximum de télétravail. Tous les postes susceptibles d'être en télétravail doivent rester en télétravail. Pour créer du lien, garder du lien, il va falloir prendre des mesures pour organiser ce télétravail. Par exemple, demander au manager de régulièrement appeler
leurs équipes, de prendre des nouvelles, de vérifier également si les salariés ont de bonnes conditions de travail, s'ils ne sont pas isolés. Tout ça, c'est ce qui va permettre de protéger les salariés et d'éviter le droit de retrait et le droit d'alerte du CSE qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de mesure absolue, en fait, dans cette situation. Il faut rechercher poste par poste, service par service, et même presque salarié par salarié. Je fais un petit peu la liaison d'ores et déjà avec Daniel. Salarié par salarié, les mesures que je peux prendre. Est-ce que le télétravail, c'est idéal pour mon salarié, ou est-ce que j'ai plus de risques psychosociaux que de risques physiques? Si j'ai plus un risque psychosocial plus important que physique, comment est-ce que je le fais revenir? On peut avoir aussi une problématique, on l'avait évoqué avec Frédéric, de salariés qui ont une angoisse totale à la reprise des transports en commun. Qu'est-ce que je peux leur proposer? Comment faire? Puisque le but ultime, ce n'est pas d'avoir des salariés qui se placent en arrêt maladie, mais d'avoir des salariés qui reprennent le travail. Et je fais donc le lien, je passe la parole à Daniel. Belle transition, Corinne. Très belle transition. Daniel, on vous écoute? Absolument. Oui, bonjour à tous. Je laisse vous présenter. Alors peut-être dans un premier temps, je vais me présenter parce que c'est vrai que les termes coach, psychanalyste, ça peut parfois faire un peu peur. Donc, en fait, qui je suis? Moi, j'ai effectué la première partie de ma carrière en tant que dirigeante et directeur financier. Donc, vous voyez, j'étais loin de la psychanalyse dans des groupes internationaux. Aujourd'hui, je suis donc coach et psychanalyste et j'interviens au croisement de ces deux expériences qui s'enrichissent l'une l'autre pour des missions de coaching et conseil auprès de direction, responsables BU, différents secteurs d'activité. J'interviens au sein de mon cabinet sur des volets principalement engagement, implication, vécu des personnes au travail. J'insiste sur le terme personne et principalement lors de situations complexes, transformation, tension sociale, des choses positives aussi, des croissances fortes, et puis aujourd'hui, bien sûr, sur la crise du Covid. Alors, le plan de mon intervention, très rapidement, donc je vous ferai une présentation d'ordre général. Je reviendrai sur ce qui a été constaté depuis le début de la crise du Covid, parce que finalement, depuis mi-mars et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué, au point de vue législation, bien sûr, mais dans le ressenti des salariés. Et puis, pour revenir sur le thème de ce webinaire, je ferai quelques préconisations, quelques recommandations pour les directions et les managers pour vous donner quelques clés pour une reprise d'activité réussie. Voilà. Alors, deux préalables déjà. Le premier, et Lina l'a bien dit tout à l'heure, on est face à une situation inédite qui n'a jamais été connue jusqu'à présent. Donc, dans ces cas-là, voilà, qui évolue en plus rapidement en fonction de l'évolution de nos connaissances, entre autres sur le Covid. Donc, il est nécessaire, à mon sens, de repartir de ce que l'on connaît avec certitude pour pouvoir inventer des propositions nouvelles à partir des besoins de base qui sont bien connus. Donc, déjà peut-être les besoins de l'entreprise finalement. La caractéristique avant tout d'une entreprise, c'est que c'est une personne morale par opposition à une personne physique. Donc, elle n'est pas impactée par des ressentis, par des affects. Le but de l'entreprise, c'est de réaliser des profits, un minimum, d'équilibrer ses comptes, simplement pour pouvoir survivre. On n'est pas, voilà, on est dans le monde de l'entreprise privée. Donc, ce qui est important pour elle, ça va être ses résultats économiques. C'est fournir des bons produits, des bons services nécessaires à son fonctionnement, par l'intermédiaire de parties prenantes. Les parties prenantes, elles sont en interne. C'est les collaborateurs, c'est vous aussi les managers, et c'est en externe, les fournisseurs, les clients et autres. Donc, l'entreprise n'est pas vivante au sens physiologique du terme, et en termes de ressenti, ce sont les personnes physiques qui gravitent à l'intérieur de l'entreprise et autour d'elles, qui répondent aux besoins de l'entreprise, et ce sont elles qui ont été impactées par la prise du Covid. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à constater? Qu'en cette période de redémarrage de l'activité, l'environnement humain devient encore plus le pivot essentiel à son fonctionnement. Ça, c'était le premier préalable. Deuxième préalable, toutes les entreprises ont été impactées par le confinement, mais de manière différente. Elles ne se sont pas toutes arrêtées, la santé, les commerces d'alimentation et d'autres. Et puis, parmi celles qui ont redémarré, beaucoup de collaborateurs n'ont pas été, ne seront pas confirmés. Les ouvriers du bâtiment, les artisans et bien d'autres encore.
Voilà. Donc, ces deux préalables étant faits, je vais venir sur le premier point, donc la présentation générale. Hein. Donc, comme nous l'avons vu, comme vous le savez, l'humain est le pivot essentiel du redémarrage. Or, les besoins des collaborateurs sont ceux de tout être humain et de tous les temps. C'est-à-dire, ce sont des besoins universels qui sont portés par des affects, tels que le besoin de sécurité physique et mentale. Et là, justement, je rebondis, je fais un lien aussi avec l'intervention que vient de faire Corinne, puisque ça a été repris dans les textes, dans le Code du travail. Les besoins importants pour les salariés, c'est d'être accueillis, c'est d'être pris en compte, c'est d'être reconnu. On parle de la fameuse reconnaissance au travail. C'est un besoin de relations sociales. Nous sommes par définition des êtres sociaux en tant qu'humains. Hein, je veux dire, les ermites, il n'y en a pas tant que ça. On est fait pour vivre ensemble. Et puis ça vaut bien sûr pour les collaborateurs, les clients, les actionnaires et toutes les parties prenantes. Alors, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au fait de constater que la capacité de l'entreprise à traverser la crise tient non seulement aux compétences des collaborateurs, mais aussi à leur engagement, c'est-à-dire au sens qu'ils vont trouver à mener ce nouveau combat et à leur envie, à leur capacité de résilience pour s'adapter à ces nouveaux contextes. Plus que jamais, l'engagement des collaborateurs, aujourd'hui, dans ce contexte difficile, est un levier majeur de performance, et ce, dans un intérêt bien partagé, l'intérêt des salariés et l'intérêt de l'entreprise, qui sont liés. Alors, voilà, la crise dont nous sommes plus ou moins en train de sortir, on a vu que ça pourrait être long, a chahuté pour ceux qui l'ont vécu les habitus et les liens qui s'étaient créés dans les entreprises. Ce qui a existé avec cette crise a existé. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas là où on en était avant. Dire finalement tout va s'effacer, ce n'est pas le cas. Dire tout va changer, ce n'est pas le cas non plus. Et puis d'autant plus que, là je zoome un peu sur le télétravail, qui a concerné pas mal de personnes quand même, il a été vécu de manière non uniforme par ceux qui l'ont connu et le connaissent encore, pour certains avec plaisir, pour d'autres péniblement. Il a de plus été introduit, voire imposé en urgence. Pour beaucoup, il a amené de nouvelles manières de travailler. Et il questionne et il questionnera encore la capacité d'adaptation des directions et des managers. Et ça, nous y reviendrons en fin de présentation. Alors, un focus maintenant sur ce qui a été constaté et constaté au niveau des collaborateurs. Le télétravail a permis de tester en temps réel ce qui apparaissait soit comme une utopie, chic, j'ai plus de chef sur le dos, je suis chez moi tranquille, soit au contraire pour d'autres comme un enfermement. Là, je suis enfermée chez moi, j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai les enfants, en plus j'ai mon chef, en plus il y a l'instit qui me donne des devoirs à faire pour mes gamins, et moi j'en peux plus, vivement que ça se termine. Donc, on voit que là, comme le disait justement Corinne, on a affaire à des personnes dans toutes leurs spécificités forcément différentes. Alors, ils ont vécu, les collaborateurs, la brutalité du rester chez soi, parfois avec des lices, dans un premier temps ou pas, et ils vivent maintenant, ils se préparent à vivre, pour qui ce n'est pas le cas, le retour au bureau, parfois avec soulagement, parfois avec la crainte, voire une peur importante, la peur de prendre les transports, la peur d'être contaminé, voilà, et ça, on est vraiment dans les ressentis individuels. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû articuler, ce que je ne fais pas, articuler la vie professionnelle et la vie privée, parce que le télétravail, c'est aussi la confusion spatio-temporelle. C'est dans quel espace je suis chez moi, je suis au bureau, je suis ma table là, c'est ma table pour travailler, mais c'était aussi ma table pour me détendre, c'était la table sur laquelle je regardais mon ordinateur, et c'est temporel. On est samedi, on est dimanche, si je ne fais pas ça maintenant, je peux m'occuper de mes enfants, oui, mais je retournerai sur mes dossiers après. Ça devient compliqué, parce que travailler seul, c'est aussi faire des pauses seul, c'est manger seul, c'est parfois être seul devant son écran, et parfois manger devant son écran. Donc, ils vont avoir, les collaborateurs, à s'adopter une nouvelle fois. Donc, sachant que tout changement est de toute façon une dépense d'énergie pour l'être humain. Alors, plusieurs sondages ont montré que la position des collaborateurs a évolué pendant le télétravail. Il y a une étude que j'ai trouvée assez intéressante de Happy Index qui fait apparaître maintenant, après c'est une étude, c'est un sondage, hein, qui fait apparaître de manière très nette un trop-plein digital et un niveau de motivation globale qui est en baisse de 4 points, motivation globale, ce qui ne s'était pas vu depuis 5 ans. Parce que traiter, entre autres, parmi le côté vaste de ces sujets-là, traiter les sujets sans se voir et travailler en équipe, c'est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus contraignant. Beaucoup de personnes se plaignent d'être
fatigués par le télétravail. Ça nécessite une énergie, ça nécessite une concentration et on entend très souvent cette question-là de la fatigue. Le télétravail pose aussi la question du lien social qui est source de créativité en commun, encore une fois au bénéfice des salariés et de l'entreprise, l'idée d'un nouveau projet, l'idée de l'amélioration d'un produit, d'un service, le soutien ponctuel, un collègue qu'on voit plat ou qu'on croisait dans les couloirs, on voyait bien auparavant qu'il ou elle n'avait pas l'air très en forme, les rituels de toute société, et tout ça c'est en lien avec le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, le télétravail, c'est terminé, l'effet machine à café, vous connaissez l'effet machine à café, hein, ça c'est terminé. Et puis là, je ne parle pas du dialogue social dématérialisé, qui n'est pas simple quand même à mettre en œuvre. Alors, maintenant, je vais encore zoomer, toujours sur les collaborateurs, mais sur le retour au bureau. Alors, le retour au bureau, au-delà du juridique, qui a très bien été évoqué à la fois par Frédéric et par Corinne, les obligations de distance sociale, le gel hydroalcoolique et ainsi de suite, il y a le ressenti des collaborateurs et la façon dont ils vivent et ils s'approprient ce ressenti. Je suis bien accueilli, mon employeur, mon chef, mon entreprise prend soin de moi. Quelque part, je ne suis pas qu'un pion, j'existe dans les yeux de mon employeur. Et ça, c'est extrêmement important. C'est lié voilà, à l'investissement, à l'engagement, à la motivation. Dès le retour au bureau, ou déjà pour ceux qui l'ont vécu, on a constaté un besoin d'inclusion. Inclusion, c'est s'inclure à nouveau dans un groupe, c'est pouvoir échanger en commun sur ce qui a été vécu par les uns, par les autres pendant cette période. C'est aussi réfléchir en commun ce qui pourrait être utilement conservé, ce qui pourrait être souhaité pour le futur. Alors, bien sûr, le télétravail, moi, je suis de l'avis de ceux qui pensent que quelque part, il va continuer à être, il va devenir de plus en plus présent dans les entreprises. Est-ce qu'il deviendra la norme d'ici quelques temps? Bon, il y a des textes aussi, hein, je renvoie à Corinne aussi sur ce sujet-là, il y a des textes sur le télétravail, mais l'entreprise aura de toute façon à trouver un moyen de faire perdurer ce lien social qui est, encore une fois, nécessaire à tout être humain. Il y a déjà des entreprises qui étaient en télétravail, où le télétravail est devenu la norme, et on constate qu'il est rarement total. Très très rares sont les entreprises qui ne fonctionnent qu'en télétravail, avec des résultats d'ailleurs très très différenciés. Mais bon, ce n'est pas le sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce que l'on sait, c'est que certaines études ont montré qu'en moyenne, je dis bien en moyenne, les collaborateurs aimeraient bien, quand c'est possible, une amplitude de 1 à 2 jours par semaine. C'est ce qu'on entend. Alors, peut-être à ce stade, une petite anecdote pour rendre la théorie un peu plus parlante. Il y a eu donc une étude qui a été faite par un professeur de Stanford qui s'appelle Nicolas Bloom. Il a étudié 2 échantillons de salariés, l'un qui travaillait au bureau et l'autre qui était exclusivement à la maison, en télétravail. Bon, ce qui en est ressorti, c'est que les télétravailleurs se démarquaient par une productivité supérieure, un absentéisme réduit et une satisfaction plus élevée. Mais quand, au bout de quelques mois, quelques petits mois, on leur a posé la question, plus de la moitié d'entre eux ont choisi de reprendre le chemin du bureau parce que le sentiment d'isolement leur était à la longue devenu absolument insupportable. Voilà, c'est intéressant, je trouve, à savoir. Excusez-moi. Oui, D'où effectivement, c'est super, c'était très intéressant parce qu'on en parle au sein des administrations aussi, normal. Moi, je suis responsable d'un service où la moitié des gens sont en télétravail actuellement sur 3 jours. Donc, chacune, elles viennent 2 jours. Donc, ça tourne entre nous. Auparavant, j'étais à l'Agence régionale de santé qui a été la première administration à utiliser le télétravail. Et il y a eu de grosses difficultés au départ parce que certains responsables de service ne voulaient pas. Et effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Puisqu'il y a une étude au bout de 2 ans, savoir comment était vu donc ce télétravail. Alors effectivement, très grande efficacité, ça c'est vrai, au niveau du travail, que ce soit, je pense que ce soit dans l'administration ou ailleurs, une plus grande concentration en fait. Plus grande concentration, moins de pauses, et ça, ce n'est pas bon, parce que rester devant un écran 2 heures, 3 heures, ce n'est pas bon du tout. Et alors, il y a eu aussi un gros problème, c'est que certains arrêtaient de travailler à une certaine heure et reprenaient parfois, en cas d'oubli de certaines choses, le soir, par exemple. Voilà, parce que le poste de travail était à la maison. Donc ça, c'est un inconvénient. Alors, là où il y a eu quand même un gros avantage, c'était surtout pour ceux qui
qui donc venaient de loin, prenaient des transports, etc. Ça, c'est non négligeable. Et c'est pour ça que je pense, d'après ce que vous dites aussi, qu'il faut faire très attention à ne pas utiliser le télétravail comme un nouveau mode de fonctionnement à part entière. C'est vraiment, faut limiter. Ce serait effectivement, comme vous avez dit, 2 jours. Et là, je le vois dans mon service, ça se passe très bien, c'est 2 jours. Alors moi, j'appelle souvent mes collaborateurs. Ça, c'est peut-être aussi une question de personnalité. J'y viens, Aussi. j'y viens. Voilà, c'est une question de personnalité aussi, que ce soit du chef de service et des collaborateurs. Non pas, entre guillemets, fliquer ses collaborateurs, appeler à 8 heures, appeler à 9 heures, appeler… Non, ce n'est pas ça. Voilà. Mais dans l'ensemble, il y a quand même, lorsqu'on l'utilise à bon escient, voilà, pas au quotidien, mais de manière très, on va dire, régulière, et puis ça tourne aussi, le télétravail, oui, peut être bénéfique, que ce soit pour le salarié, pour l'administration ou l'entreprise elle-même, pour les transports aussi, parce que finalement, vous pouvez avoir moins de personnes au niveau transport, donc moins de stress Oui, aussi pour le salarié, absolument. et moins de coûts. C'est un coût moindre. Alors, pourquoi je dis que c'est un coût moindre? Parce que finalement, au niveau de la restauration du repas, que ce soit pour la personne, voire même pour l'employeur, c'est un coût en moins en peut-être ticket restaurant, en transport remboursé de moitié pour l'administration et aussi pour certaines entreprises. Voilà, c'est un coût en moins. Mais effectivement, là où il faut faire attention, c'est sur l'aspect psychologique. Je pense que c'est peut-être le plus gros danger, entre guillemets. Voilà. Et dont il faut tenir compte. Mais ça risque de devenir je pense, un mode de fonctionnement. Plus, rajoutons, moins de pollution Bien pour sûr, ceux qui bien viennent sûr, en moins de voiture. pollution, des surfaces bureaux moins importantes, donc moins coûteuses pour l'entreprise. Il y a des avantages, effectivement, mais vous savez, avec l'humain est complexe par définition. On n'est jamais dans le tout blanc, tout noir, tout le monde pareil. C'est pas possible. Sinon, nous sommes des machines. Or, nous ne sommes pas des machines. Et j'aime bien votre témoignage, et puis après, je vais juste continuer rapidement parce qu'il montre bien justement la perte des éventuels repères spatio-temporels. Je finis quelque chose, je vais dans ma cuisine où je mange mon mardi, puis je réalise tout d'un coup à 22h ou 23h, je me connecte quand c'est techniquement possible parce que j'ai pensé à quelque chose, et là, tout devient embrouillé, tout devient confus. Donc, les managers, comme je vous ai promis que j'y viens. Alors, quelques conseils pratiques pour les managers. Ne vous concentrez pas uniquement sur les sujets sanitaires. Bien sûr, ils sont importants, bien sûr, ils sont indispensables, ils sont d'ordre de droit des sociétés, mais c'est pas uniquement, ne pensez pas qu'avec du gel hydroalcoolique, des marquages au sol, la problématique du retour des salariés sera réglée. Pas du tout. Parce que l'économie en général et votre entreprise en particulier ne repartira que grâce à la résilience de chacun et grâce à une dynamique collective, même à distance en partie. Soyez convaincus qu'il n'y a pas une façon de faire universelle pour tous vos collaborateurs. L'humain est ainsi, comme je le disais, complexe et différent par nature. Un individu, ça veut dire quelqu'un qu'on ne peut pas réduire à une portion plus congrue que ça. C'est individuel. Voilà. C'est à vous de réduire l'incertitude. Allez sur le terrain, montrez que vous êtes présent et soyez-le réellement au fond de vous. C'est-à-dire ne faites pas le tour des services en pensant à autre chose. Ne laissez pas transparaître votre stress à vos équipes. Faites en sorte que vos équipes et personnes à titre individuel se sentent protégées, écoutées, demandez-leur ce qu'ils ressentent, ouvrez-leur la parole, sollicitez leurs avis, leurs préoccupations, parce que c'est comme ça que vous saurez ce qu'ils proposent. Ils auront des recommandations, parce que ce sont des personnes qui sont munies d'intelligence, ce sont des êtres pensants. Communiquez avec transparence sur ce que vous savez. Faites des mises à jour, des updates réguliers pour tenir les parties prenantes en interne et en externe, informer des nouvelles données et des décisions prises. Soyez sincères en tant que manager, ne faites ni fausses promesses, ni ne donnez pas de garanties qui s'avéreraient erronées. Parce que vous savez, vos équipes comprennent la difficulté de cette situation exceptionnelle. Ils le comprennent pour vous, ils le comprennent pour eux, pour vous, pour l'entreprise. Et vos équipes attendent d'être rassurées sur vos capacités à vous, manager, à gérer cette crise inédite. C'est ça être manager, en fait. Alors,
Tout le monde n'aura pas vécu le même confinement. Il faudra réaligner les acteurs, les uns par rapport aux autres, pour refaire équipe, pour refaire collectif. Vous limiterez d'ailleurs ainsi aussi les risques de tension. En parlant de tension, gérez celles qui pourraient apparaître. Gérez les conflits éventuels. Ne laissez pas les difficultés s'enquister. Ne vous prenez pas non plus pour un psychologue que vous n'êtes pas. Articulez les besoins humains et les actions à mettre en œuvre par l'entreprise via l'organisation du travail. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà le cas, apprenez à faire confiance à vos collaborateurs dans leur autonomie et dans leur organisation. De toute façon, vous les aurez plus sous les yeux avec le télétravail. Ça, c'est pour les contrôles frics, ceux qu'évoquait Frédéric. J'appelle à 8 h, j'appelle à 9 h, et puis à 18 h, au cas où, j'appelle aussi, entre autres. La distanciation, dites-vous que la distanciation ouvre la voie pour une nouvelle responsabilisation du collaborateur. Ce qui ne veut pas dire que vous n'ayez pas à être présent. Vos équipes ont besoin de vous pour piloter, par exemple, à travers des objectifs clairs, de la disponibilité, de la reconnaissance, de l'encouragement, parce que être livré à soi-même, c'est finalement pas si simple sans feedback de son ou de sa N+1. C'est à vous de mettre en œuvre la communication. Communication qui n'est pas à confondre avec l'information, qui est aussi nécessaire par ailleurs, bien évidemment. Soyez force de proposition, soyez force de décision aussi, c'est votre rôle en tant que manager. Dites à vos collaborateurs que vous ferez, et faites-le, régulièrement et collectivement un bilan sur cette crise, de ce qui en est ressorti de négatif, mais aussi de positif, de ce que vous souhaiteriez changer à l'avenir, améliorer, et puis mettez en place concertation avec vos équipes, éventuellement avec vos partenaires, avec vos clients. Voilà, quelques clés. Et en conclusion, 4 points, et j'en aurai terminé. Cette crise questionnera avant tout la capacité d'adaptation des directions et des managers, car elle aura induit brutalement des changements qui de toute façon feront trace. Elle questionnera aussi sur ce qui fait lien dans l'entreprise et ce dont elle a avant tout besoin pour fonctionner, c'est-à-dire l'engagement de ses collaborateurs. Elle posera de manière encore plus active la question de la place du collectif de travail versus l'individu. Et enfin, pour vous, managers, directeurs, directrices, à titre personnel, elle mettra encore plus en exergue que le fait de manager, c'est prendre soin de votre équipe, mais c'est aussi prendre soin de vous, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, j'ai terminé. Une très belle conclusion. Merci Daniel. S'il n'y a pas d'autres questions, pour revenir sur quelques sujets, Frédéric, tu évoquais tout à l'heure les gardes d'enfants. Est-ce qu'il y a de nouvelles règles par rapport à cela et comment est-ce que ça va s'organiser là dans les jours et les semaines qui viennent? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du 1er mai, depuis le 1er mai, on peut faire basculer donc, les gardes d'enfants en activité partielle. D'accord ? À partir du mois de juin, ce sera toujours le cas, mais il faudra fournir au moment des demandes d'indemnisation une attestation de l'école qui indique qu'il n'y a pas de classe, que l'enfant du salarié ne peut pas venir à l'école. Voilà. Et ce, jusqu'à fin juin. Voilà. D'accord. Donc, c'est par rapport à l'école, il faut qu'un document soit fourni. Exactement, pour qu'il il faut puisse une être un garde attestation. d'enfant. Alors, si les gens, dès maintenant, les gens peuvent en fournir, il n'y a pas de problème. Ce sera pris en compte. Voilà. Il faut cette attestation, en tout cas. Toujours sur cette reprise, Corinne, vous évoquiez tout à l'heure le contexte d'Amazon, où il y avait eu également, si ma mémoire est bonne, des mouvements de contestation. En tout cas, en interne, il y avait eu un mouvement de grève des salariés qui considéraient que les conditions de reprise n'étaient pas réunies, ou en tout cas, il y avait une inquiétude. Est-ce qu'un employeur peut, par exemple, obliger ses salariés à reprendre le travail, ou comment est-ce que ça se passe? Ou est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Ah, vous avez votre micro coupé, Corinne. Le salarié est tenu de fournir la prestation de travail à l'employeur. Après, le salarié, s'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour reprendre en toute sécurité son travail, peut exercer son droit de retrait. Si ce droit de retrait est abusif, l'employeur peut opérer une retenue sur salaire. Si le droit de retrait n'est pas considéré comme abusif, l'employeur percevra son salaire et sera légitime à ne pas venir travailler. Ça, c'est le droit individuel de ne pas travailler.
Et sinon, parce que le droit de retrait, on voit, alors je crois que chez Amazon, il y avait eu des droits de retrait. Autrement, le CSE peut, de façon collective, faire ce qu'on appelle une alerte et solliciter une expertise avec un expert indépendant qui sera en partie payé par l'employeur pour déterminer si les conditions de continuité de l'activité, de reprise d'activité sont ou non réunies. Est-ce que ça répond à votre question? Daniel, enfin, vous parliez tout à l'heure des changements, du moral des collaborateurs, du rôle des managers dans le bien-être des collaborateurs au sein de leur entreprise. Il y a un phénomène aussi dont on parlait beaucoup avant le confinement et dont on parle un peu moins maintenant et qui est en corrélation avec un autre phénomène, qui est le phénomène du burn-out. On a aussi utilisé le terme de bore-out pour ceux qui s'ennuyaient plutôt au travail. Dans ce contexte, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que c'est un phénomène qui, pour vous, a vocation à être diminué par la période et par les modes de travail qui évoluent? Ou est-ce qu'au contraire, ça pose la question du sens de notre travail, du sens qu'on a envie d'y donner et de l'intérêt qu'on a envie d'y donner quand on se lève le matin pour aller travailler? Alors, Lina, est-ce qu'on peut prolonger la session là de 2-3 heures ou de faire un autre webinaire? Burnout, c'est un phénomène qui est extrêmement compliqué. Déjà, il est compliqué parce que le terme a été repris dans le langage courant et ne correspond plus du tout à ce que, je dirais, on constate en termes psychologiques et physiques, parce que le burn-out impacte les deux sphères, qu'elles soient mentales, et il démarre par la sphère mentale, et il impacte la sphère physique. Alors, oui, il est dû, si vous voulez, à un organisme, et là on rejoint les obligations de l'employeur de veiller à la santé mentale et physique des travailleurs. Il est lié par ce qu'on appelle une pathologie de surcharge, c'est-à-dire qu'il se crée un phénomène, la plupart du temps, un phénomène de surstress. Et là aussi, il faudrait redéfinir ce qu'est vraiment le stress et ce qu'il n'est pas, parce que voilà. Le phénomène de burn-out se produit lorsque la personne n'arrive plus à faire face aux sollicitations qui lui sont faites. Alors, j'insiste beaucoup, le burn-out n'est pas lié à la faiblesse d'un individu donné. Le burn-out est systématiquement à mettre en relation avec les pathologies de surcharge, avec ce qui se passe au niveau de l'organisation du travail. Et en fait, c'est un épuisement. Tout burn, c'est cramé, consumé. La personne est consumée de l'intérieur. Elle n'arrive simplement plus à pouvoir réagir. Moi, dans les gens que j'accompagne par rapport à ça, le nombre de personnes qui me disent, les deux exemples typiques, je n'arrivais plus à me lever le matin, ma tête disait lève-toi, mon corps ne voulait pas. Vous voyez, ce sont des pathologies qui sont extrêmement graves. Oui, donc à partir du moment où il n'y a pas cette possibilité de déconnecter psychiquement, de déconnecter physiquement, il y a un risque potentiel de burn-out qui, la plupart du temps, n'est même pas perçu en tant que tel par le salarié, mais qui est perçu avant tout par l'environnement, par l'entourage. Quid d'ailleurs, justement, du rôle de soutien et du rôle de vigie des collègues dans ces cas-là. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a un risque de burn-out par dépassement des limites et dépassement des limites lorsque l'on sort du cadre, quand on a un cadre qui tout d'un coup s'élargit face à ce télétravail, oui, le risque est réel. Encore faudrait-il bien préciser, bien travailler ce que c'est que le burn-out. Et vous pensez que le phénomène de burn-out il pourrait s'accentuer avec la période de déconfinement, avec la reprise? Est-ce qu'on ne sera pas au niveau des salariés, voire même des employeurs aussi, dans ce cas d'ici quelques temps? C'est un risque. Alors, oui. La reprise, il y a un équilibre à retrouver. Il y a, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, nous ne sommes plus début mars là. Le risque le confinement. Ouais, le risque de burn-out, c'est quand la personne est extrêmement engagée pour mettre en œuvre des process, des tâches qui dépassent ses capacités physiologiques et psychiques d'être humain. Le burn-out peut toucher tout le monde.
tout le monde. Ouais. À partir du moment où les gens sont engagés, donc oui, à partir du moment où on sait que certaines entreprises vont être en difficulté, où les personnes vont Voilà, c'est ça. parfois avoir à cœur de sauvegarder leur emploi, il va parfois leur être demandé des efforts supplémentaires dans la durée. J'insiste bien dans la durée. Donner un coup de collier quand il y a un projet intéressant, quand on a quelque chose à boucler, tout le monde peut le faire à partir du moment où la personne, le salarié, peut refaire descendre sa courbe d'excitation, donc de stress, pour revenir à un état de fonctionnement normal. Le stress fait partie de la vie. Hein, donc, être stressé, c'est pas grave si on peut se reposer, se déconnecter. Par exemple, pourquoi les contrôleurs aériens qui travaillent si intensément, ont un travail très fractionné, par exemple, pour pouvoir se retrouver un niveau de fonctionnement qui soit le niveau de fonctionnement normal pour tout être humain. C'est aussi lié à ça. Donc oui, s'il y a un surinvestissement qui n'est pas possible de supporter pour toute la personne, alors d'elle-même, mais aussi de l'environnement et de l'environnement professionnel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de burn-out. On ne peut pas travailler le burn-out tant qu'on considère la personne seule et quand on la retire de l'organisation du travail. C'est un sujet qui est très intéressant. Donc oui, un risque potentiel, bien sûr. De toute façon, un risque, par définition, est une potentialité. Oui. Et juste un petit complément avant que je repasse la parole à Lina. En matière de télétravail, alors il y a les salariés qui sont en forfait jour où la situation est plus complexe puisqu'ils sont libres d'organiser leur journée de travail. Par contre, les salariés qui sont soumis à un horaire collectif de travail, l'employeur doit veiller à ce qu'ils suivent cet horaire collectif de travail, à ce que la journée de travail soit cadrée, car sinon, il peut y avoir un risque d'heures supplémentaires ou de faute inexcusable, justement, lié de reconnaissance de leur faute inexcusable, lié à un envahissement de la sphère personnelle par la sphère professionnelle. Merci Corinne pour ces éclairages. Merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions, merci d'avoir participé à ce webinaire. S'il y a d'autres questions, soit qui vous viennent ensuite, soit auxquelles soit que vous pensez après, on vous adressera de toute façon la réponse si besoin dans le replay qu'on va vous envoyer dans les jours qui viennent. Merci à nos 3 intervenants pour leur éclairage et leurs conseils et puis leur échange qui ont été très riches et utiles. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre attention. Au revoir tout le monde. Très bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.